Alors bonjour, on est content d'être ici parce que ce qui nous unit beaucoup, Nicolas et moi, c'est qu'on a un mot qui est tatoué sur le cœur, puis c'est le mot entrepreneuriat parce que ça a changé nos vies, ça a complètement changé notre Oui, destin. littéralement, l'entrepreneuriat avant tout pour moi, c'est une question d'idées, de passion et d'histoire. Et je suis convaincu que si on connaissait l'histoire de tous les produits qu'on consomme, on consommerait totalement différemment. Oui, et je vais vous raconter mon histoire. En fait, moi, je viens d'une famille plutôt modeste. J'ai été élevée dans... J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle dans le sous-sol de la maison de mes grands-parents qui avait été aménagée en banc d'appartement. Puis moi, j'étais convaincue que j'allais me sortir du sous-sol en allant très longtemps sur les bancs d'école. Moi, je voulais être avocate, moi, je voulais être médecin, moi, je voulais aller à l'université. Et à l'âge de 13-14 ans, bien, ma vie a comme basculé parce que mes parents, qui n'étaient pas des mauvais parents, mais qui avaient vraiment des croyances différentes des miennes, m'ont appris que non seulement je n'irais pas longtemps sur les bancs d'école, mais je ne ferais même pas mon secondaire 5 général. Donc, moi, ma vie a vraiment basculé, mais en même temps, dans moi, je crois que j'avais du sang de battante. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait, mais je ne savais pas quoi. Et là, j'étais sur le marché du travail avec un salaire de 7 de l'heure. J'étais sténodactylo, on appelait ça comme ça dans ce temps-là. Et j'étais vraiment à la recherche de quelque chose de grand. Et un jour, bien, j'ai perdu mon emploi. En fait, pour vous dire vrai, j'ai été congédiée et j'ai vu un gros tunnel noir. J'ai juste trouvé que moi, dans la vie, il n'y avait jamais rien qui voulait marcher avec moi. Mais savez-vous quoi? Moi, c'est le jour de mon congédiement que c'est devenu la plus belle journée de ma vie parce que moi, j'ai pensé que le congédiement, c'était la fin, mais c'était pas vrai. C'était juste le début de quelque chose de nouveau et j'allais devenir entrepreneur. Donc moi, je suis partie en affaires le jour de mon congédiement avec les actifs suivants. Des paiements à la fin du mois. Toujours, je me rappelais, toujours dans les moments difficiles, je me rappelais de la célèbre phrase de Walt Disney qui dit « Everybody needs deadlines ». Moi, j'en avais mes paiements à la fin du mois. J'avais beaucoup d'acharnement, puis c'était pas nécessaire d'en avoir autant, mais j'en avais énormément, puis j'avais de la persévérance. Et là, je travaillais, je voulais tellement de visibilité, je voulais tellement que tout le monde au Québec puisse me connaître pour faire affaire avec mon entreprise. J'essayais de participer à tous les concours possibles et impossibles. Et un jour, j'ai fait une grande folie. J'ai vu dans un article dans le journal, j'ai vu qu'il y avait une grande mission commerciale qui partait en Chine avec le premier ministre Lucien Bouchard. Et moi, j'avais quelques contrats à Québec. J'avais seulement un contrat à Toronto, même pas de contrat à Montréal. Et ce jour-là, je suis partie en Chine. Et saviez-vous quoi? J'ai fait une grosse prière la veille de mon départ. Puis ce que j'ai demandé au bon Dieu, c'est que vraiment que l'avion puisse avoir le vent d'en face pour qu'on puisse rester 1 heure de plus de temps dans l'avion. Pourquoi? Parce que 21 heures, 22 heures de vol, avec 159 entrepreneurs québécois, je me suis dit, je vais toutes les convaincre de faire affaire avec nous. Les portes étaient barrées, scellées, personne ne pouvait débarquer. C'était extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, on a doublé le chiffre d'affaires. C'était une expérience extraordinaire. Mon entreprise a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et finalement, un jour, j'ai été achetée par un très gros groupe. Mon histoire a fait la une des journaux. Comment je me suis sentie? Bien, très partagée dans le succès. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années début 2000, vous savez, au Québec, quand on parle d'argent, c'est toujours encore un peu difficile. Et puis là, bon, il y en a qui disaient des phrases comme, bon, de secrétaire à millionnaire. Puis j'avais tellement peur du jugement, puis j'avais peur de ça. Mais en même temps, j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disaient, mon Dieu, tu es la preuve que tout est possible avec un cours de secondaire 5, sténodactylo, tu as réussi à faire une compagnie dans les technologies Internet. Puis je me suis dit, c'est sûr que je dois avoir une mission à accomplir, mais je ne savais pas quoi, mais je savais que quelque chose de grand m'attendait. Ah, définitivement, moi, tout a commencé à l'université. Moi, je voulais être architecte, mais quand j'ai regardé ce qu'il fallait, ou surtout la cotère qu'il fallait pour être architecte, j'ai su que je n'allais pas être architecte. On va se... Sans blague, je ne savais pas que ça pouvait monter aussi haut que ça, une cotère, là, mais en tout cas, on va se le dire. Moi, il y avait juste un chiffre, il en fallait 2. On oublie ça. Mais... Écoutez, mais bref, j'adore dire, par après, je suis tombé, puis j'ai cherché un autre programme d'études, puis j'ai décidé j'adore dire que j'ai été accepté en sciences politiques, parce qu'on est tous acceptés en sciences politiques. Donc, j'étais un des 7000 cette année à être accepté, et c'est à l'université que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'ai découvert un univers qui s'ouvrait, qui ouvrait le monde. Je voulais réinventer la fourchette, je voulais réinventer la chaise, je faisais des plans d'affaires. J'avais 2 tendances à l'université. Il fallait avoir 60 pour passer, une tendance que je respectais, 60,00 tous les cours. La deuxième, c'était vraiment, ça, j'étais le meilleur là-dedans. La deuxième, j'étais le roi des débuts de plans d'affaires, le nombre de plans d'affaires que j'ai commencé. Vous ne comprenez pas, 2-3 pages après, je m'emmerdais, mais vous ne comprenez pas à quel point j'étais en feu. À un moment donné, c'était les cravates. À un moment donné, c'était, je ne sais pas, moi, c'était la compagnie aérienne. Tout d'un coup, je finis l'université, puis... j'ai un bac en sciences politiques, on m'appelle politologue. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que ça fait. Donc, vous imaginez,
je ne savais pas où appliquer. J'ai décidé de me lancer en affaires. Avec 3 de mes meilleurs amis, on sortait beaucoup. On sortait vraiment beaucoup. Ça, ça peut justifier les notes du passé. Et j'avais remarqué les 4, on avait envie de se lancer en affaires, donc on a décidé d'ouvrir un resto-bar. Petit conseil d'amis, c'est pas parce qu'on aime manger au restaurant qu'on peut avoir un restaurant. C'est juste un petit conseil comme ça. Écoutez, ça a été, dans l'histoire de la restauration mondiale, ça a été un des plus bels échecs. Sans blague, les fleurs qu'on a reçues à l'ouverture n'étaient pas fanées quand on a fermé, OK? Vous comprenez pas. Puis c'est surtout que... Vous êtes gentil, vous riez de mon échec, mais bref. Mais c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka. Un jour, j'ai offert à mes partenaires de les racheter, ils ont refusé. Je suis parti du restaurant Bredouille parce que j'ai décidé, moi, de vendre mes parts. Et puis, je me suis rappelé d'une seule phrase que ma mère me disait. Moi, j'étais en sport-études, au basketball, au cégep, puis chaque fois qu'on perdait, elle me disait « Nicolas, l'important, ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. » J'ai pris cette phrase-là, je l'ai ancrée dans ma mémoire, puis je me suis dit « Mais cette fois-ci, je vais me lancer dans la vodka. » Vous savez quoi? C'est sur le moteur de recherche Google que ma vie a changé, parce que j'ai tapé 5 lettres. V-O-D-K-A. Et c'est comme ça que Pure Vodka est né. Alors moi, je venais de vendre mon entreprise. Tout le monde me disait « la vie doit être belle » et tout ça. Ben non, moi, j'ai fait une dépression pendant 3 mois parce que je me reconnaissais plus, je ne savais plus qui j'étais. Moi, je m'étais beaucoup identifiée dans le monde des affaires avec ma carte d'affaires parce que c'est là que les gens ont commencé à me dire « T'es bonne, tu fais des bonnes choses » et moi, ça m'encourageait énormément. Donc, j'étais tellement mélangée que je ne savais plus quoi faire. Je me retrouvais souvent, curieusement, puis vous allez voir la synchronicité de la vie, je me retrouvais souvent dans les restaurants Cora. Puis là, j'amenais plein de livres avec moi. J'ai lu « Lâcher prise »,« Penser pour lâcher prise »,« Avez-vous lâché prise ?» Est-ce que j'ai lâché prise? Non. Je me suis dit, Anne, tu as les yeux bruns, tu as les cheveux bruns, tu es une entrepreneure, puis tu vas continuer à faire de l'entrepreneuriat parce que vous savez, faire un deuxième succès, c'est excessivement difficile. Pourquoi? Parce que quand on part puis on n'a rien à perdre. Mais quand on a un acquis, on a peur de le perdre, puis on a peur de la gestion du risque, on ne gère plus le risque de la même manière. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai senti, moi, que je voulais laisser à mon fils, parce que je suis monoparentale, je voulais lui laisser plus qu'un compte de banque. Moi, je voulais lui laisser un héritage plus grand que ça, qui était de faire la différence dans la vie des autres. Parce que retenez la chose suivante, quand on a un succès, c'est bien, mais le plus grand des succès, quand on en a eu un, c'est de faire la différence dans le succès, dans la prospérité des autres. Et là, je me suis dit, je vais inventer une émission de télévision, ça va s'appeler Voir grand, puis je vais mettre en lumière tous les entrepreneurs qui sont dans leur fond du sol, qui tapent des mots comme vodka sur Google, et je vais toutes les mettre vraiment en lumière. Et là, j'ai appelé Mme Cora, j'avais besoin de notoriété, elle était connue, elle, au Québec, comme ça se pouvait pas. Je suis partie avec mon bâton de pèlerin en 2006, aucune émission sur l'entrepreneuriat au Québec. J'ai produit la première émission sur l'entrepreneuriat au Québec. J'ai rencontré 1500 jeunes entrepreneurs qui avaient chacun 3 minutes pour présenter leur projet. J'ai vu des dénominateurs communs sur ces entrepreneurs-là, des dénominateurs qui me ressemblaient tellement. Toutes des gens qui avaient des problèmes à la fin du mois avec leur paiement. Toutes des gens qui souffraient d'isolement parce que, vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « It's lonely at the top ». On se sent seul avec nos rêves et nos ambitions. Des fois, des gens nous regardent et ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Mais c'était toutes des gens qui avaient vraiment les yeux pétillants. Et un jour, à l'hôtel Delta à Montréal, on est en train de faire les auditions. Puis un grand gaillard de 6 pieds 4 qui rentre. Excuse-moi, Anne, 6 pieds 5. Un grand gaillard de 6 pieds 5 qui vient faire l'audition. Et tous les juges des auditions de Voir grand tombent en amour, on tombe sur le charme. Nicolas, je me souviens encore parce que j'étais productrice, animatrice, réalisatrice, on faisait tout dans ce projet-là parce que personne n'y croyait. Je me souviens encore de ce que tu as dit en audition. Tu as dit, tu tenais ta bouteille comme ça, tu disais, moi, j'ai inventé la meilleure vodka au monde, mais le Québec ne le sait pas. Puis c'est la meilleure vodka au monde, pas selon moi, selon des experts à Londres. Ça m'avait marqué. Et quand tu es sorti, j'ai dit au juge, non, mais il est extraordinaire. Tout le monde était unanime. Oui, on le prend. J'ai juste dit un petit budget supplémentaire pour le maquillage parce que le gars, il était comme assez cerné. Ce que nous, on ne savait pas, c'est qu'il arrivait de laver ses planchers d'hôpitaux la nuit. Hey, moi, ça faisait presque 3 ans et demi là, que je lavais des planchers à l'hôpital Sainte-Justine. Je ne dis pas que je n'aime pas laver les planchers, mais il y a une limite. J'ai un post-doctorat en lavage de plancher aujourd'hui, mais bref, c'était ma femme, aujourd'hui ma femme, ma copine Caro, mes parents, ma sœur qui m'aidaient à traverser toutes ces années-là. C'était des années éternelles. En religion, il y a une sainte trinité en affaires aussi. Hein? Plus long, plus cher, plus compliqué que prévu. Tu dis amen, tu te lances en affaires. Semblable. Non, mais je mets beaucoup de blagues aujourd'hui parce que si je vous racontais comment je l'avais vécu, je serais en train de pleurer. Vous ne comprenez pas à quel point on se sent seul. Et puis un jour, je me suis dit, je me lavais mes planchers, vous savez, la technique du 8, hein, pour ne pas manquer une seule poussière. Et puis je me suis dit, écoute, j'étais tanné de voir la business de l'entrepreneuriat qui commençait à naître.
Hein, des mentors qui font payer des jeunes entrepreneurs pour leur donner des conseils plus ou moins douteux. J'étais tanné de voir des grandes entreprises faire des dons pour des causes entrepreneuriales, mais finalement, ce qu'ils voulaient, c'était un logo sur un building. Moi, j'étais seul en train de laver des planchers. 17 banques m'ont refusé. 17 banques m'ont refusé. Vous allez dire, il n'y a pas 17 banques, non, mais certaines banques, je faisais différentes succursales, voir si la réponse était la même. Ils se parlent entre eux, hein? Ils se parlent entre eux. J'étais devenu une rumeur dans la ville. Il y a comme un gars qui se promène, qui veut un cours. En tout cas, bref. Mais... Et un jour, je lavais le plancher, puis je me suis dit, si j'étais tellement enragé, si un jour j'ai la chance de réussir, je vais tout faire pour ne serait-ce qu'aider un seul jeune entrepreneur. Ce moment-là est venu beaucoup plus rapidement prévu. Quelques années plus tard, j'ai eu un petit bébé, ma petite Victoria, et j'ai décidé d'écrire un livre parce que elle va naître dans un environnement différent que ce que j'ai connu, et je voulais qu'elle se rappelle, j'adore dire, elle a 16 mois, dans 3-4 mois, quand elle va lire mon livre, qu'elle est intelligente, qu'est-ce que vous voulez, mais je voulais qu'elle sache qu'est-ce que ses parents ont fait. Qu'est-ce que ses parents ont dû prendre comme chemin pour atteindre où ils sont rendus aujourd'hui? Je ne voulais pas qu'elle naisse et elle dise « Ah oui, mes parents, ils ont une belle business puis ça fonctionne bien. » Je voulais surtout qu'elle pense que « Ah oui, mes parents, il y a des soirs qu'ils ne mangeaient pas. » C'est ça que je voulais qu'elle se rappelle. Et très rapidement, dans ce livre-là, je me suis dit « Qu'est-ce que... » Je peux pas juste raconter mon histoire. Il faut que je lance une perche au monde des affaires. Il faut que le modèle d'aide entrepreneuriale change. Et c'est là que, dans ce livre que j'ai écrit, que Adoptink est né. Et c'est là que tu as présenté tout ça, tout le monde en parle. Exactement. Oui. En fait, je me souviens de ce moment-là que j'ai vécu avec toi. Tu m'as appelé jusqu'à 2 heures du matin. Mais vous savez, quand Nicolas m'a envoyé son manuscrit avec son livre, j'aurais dû me faire un selfie parce que j'avais l'air d'Alice Cooper, tellement mon mascara avait coulé parce que j'avais pleuré. Pourquoi? Parce que mon nom apparaissait plusieurs fois. Vous savez, des fois, on fait la différence dans la vie des autres, mais il y a une expression que j'adore qui dit « donner sans attendre ». Mais Nicolas avait reçu sans oublier, puis ça m'avait beaucoup émue parce que je me disais « c'est exactement ce que je veux, que mon fils se souvienne quand je ne serai plus là, qu'il voit que mon nom apparaît dans les livres des jeunes entrepreneurs à succès ». Et là, quand j'ai eu Adoptink, j'ai dit « Nicolas, je veux être la cofondatrice, je veux qu'on fasse ça ensemble ». Puis là, j'ai dit à Nicolas « écoute, on va aller chercher des partenaires institutionnels ». Et là, j'ai dit « Nicolas, j'ai 15 ans de plus que toi ». Excuse, 16 ans de plus que... En tout cas, non, mais quand même, on peut pas me vieillir comme ça, là, Anne. Non, mais c'est ça. Alors, j'ai dit, Nicolas, j'ai quelques années de plus que toi. J'ai dit, il faut que ça serve. Donc, j'ai utilisé mes contacts. Vous savez, dans la vie, c'est pas juste qu'est-ce qu'on connaît, c'est qui on connaît qui peut faire la différence. J'ai utilisé quelques contacts. J'ai réussi à présenter à Nicolas vraiment des super de grandes entreprises qu'on a besoin quand on se lance en affaires. Et puis là, on a travaillé à lancer le mouvement Adoptink. Puis moi, Adoptink, pourquoi c'est venu me chercher? Parce qu'écoutez bien le nom, Adoptink. Pourquoi ça s'appelle Adoptink? J'ai dit à Nicolas, c'est extraordinaire, cette marque de commerce-là, parce que quand on adopte quelqu'un, c'est parce qu'il y a une notion d'amour, c'est parce qu'on aime la personne, on la prend dans notre famille. Adopter, ça veut dire prendre soin d'une personne, ça veut dire parfois laisser sa place pour donner vraiment la lumière à une autre personne. Donc, faire ça dans le domaine de l'entrepreneuriat, cette notion-là d'amour, je trouvais que ça rendait vraiment l'entrepreneuriat de manière très humaine. Puis honnêtement, la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi le mouvement, c'est Nicolas. Bien, écoutez, Adoptink, c'est né d'un rêve, mais c'est devenu une réalité. C'est ça que j'adore de l'entrepreneuriat aussi, la puissance d'une idée. Moi, Adoptink, c'est un mouvement personnel. C'est ce que j'aurais rêvé recevoir quand je lavais le plancher. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'aides qui existent. Et Dieu merci, il y a des bourses, il y a du mentorat, mais il n'y avait aucune expérience unique sur une période plus ou moins longue, de 12 mois, qui englobait tout ce qu'un jeune entrepreneur avait besoin. Qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur a besoin? D'un salaire. Un salaire. Un entrepreneur a besoin d'un salaire comme tout le monde d'ailleurs. Donc, on offre un salaire à nos jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas le luxe. C'est ce que je faisais quand je lavais le plancher. C'est 25 000 $ par année. Mais moi, avoir reçu 25 000 $ par année quand je torchais le plancher pour me concentrer sur mon plan d'affaires plutôt que torcher des planchers, croyez-moi, c'est comme si je venais de gagner à la loterie. Ensuite, on donne une sorte de mentorat réseautage, mais avec des ténors du monde des affaires. On a la chance d'avoir Alain Bouchard, le fondateur de Couche-Tard, Guy Cormier, le PDG de Desjardins, Pierre Pomerleau, bref, tous des noms qui font rêver tous les jeunes entrepreneurs, mais je voulais faire ce fameux lien-là entre un jeune entrepreneur et ces entrepreneurs à succès-là. Ils vont les rencontrer une fois par mois. Une fois par mois, rencontrer Alain Bouchard. Une fois dans sa vie, c'est déjà une chance unique. Ensuite, on va donner des formations sur mesure pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que moi, au travers de mon parcours, j'ai appliqué 4 fois dans 4 universités différentes pour faire ma maîtrise en administration des affaires. Et les 4 universités m'ont refusé. Pourquoi? Parce que j'avais 60,00 de moyenne en sciences politiques, mais je trouvais ça ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire des notes, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, on donne des formations sur mesure, on donne des formations sur l'innovation, sur l'importance des bonnes pratiques en affaires. Bref, on les inonde de formations spécialisées pour des jeunes entrepreneurs. Et dernièrement, on leur fait vivre une réelle expérience en affaires. On les place sur des conseils d'administration. Pourquoi? Moi, à un moment donné, j'ai dû faire un conseil d'administration pour ma compagnie. Dès le départ, parce que je voulais être bien entouré. Mais je ne savais pas c'était quoi, parce que quand tu laves des planchers, personne ne veut de toi sur un conseil d'administration. On s'entend? C'est catastrophique. Donc, nous, on les place sur des conseils d'administration à titre observatoire pour qu'ils puissent vivre le moment. Vivre, c'est quoi le vrai entrepreneuriat? Donc, c'est une expérience entrepreneuriale unique sur 12 mois où on offre un salaire, du réseautage, mentorat de très haut niveau, de la formation et une réelle expérience dans le monde des affaires. On a fait notre première cohorte déjà. 400 jeunes ont proposé, jeunes entrepreneurs émergents ont proposé leur candidature. 25 entrepreneurs ont été adoptés. 5 privilégiés sont adoptés personnellement par des grandes personnalités du monde des affaires. Honnêtement, je tiens à te le dire, quand je t'ai vu rentrer faire ton audition à Voir Grand, je savais que tu serais un gagnant flamboyant de ma série télévisée. J'étais contente parce que le Québec manque tellement d'inspiration, de héros et de modèles. Tu en étais un, Nicolas. Mais j'ai beaucoup d'émotions pour te dire que le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Puis je pense qu'on a réussi à s'en servir tous les deux. On a fait le mouvement Adopting. Puis je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est le concept de l'effet papillon, qui dit que chaque petit battement d'aile, si petit soit-il, va finir un jour ou l'autre à faire une grande différence. Et c'est ce qu'on fait parce que nos entrepreneurs émergents, qui eux autres se font adopter par des grandes personnalités, quand eux, ils vont devenir grands, ils ont la responsabilité sociale et morale d'adopter à leur tour. On veut vraiment faire tout le concept de l'effet papillon et je suis convaincue qu'on peut faire la différence parce que sachez qu'une société qui manque d'entrepreneurs, c'est une société qui s'appauvrit. Et je vais finir en vous disant une phrase qui est très importante pour moi. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement un créateur d'emplois ou un créateur de richesse, c'est avant tout un créateur de fierté. Merci beaucoup. Merci.